Alice de Seninck. Ah, voilà, l'enregistrement a démarré. Donc, oui, effectivement, je m'appelle Alice de Seninck. Je suis chargée de mission au sein du pôle territoire à l'Avise. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'Avise, on est donc une agence d'ingénierie qui accompagne le développement de l'économie sociale et solidaire, comme l'a dit Pauline, et l'innovation sociale en France. Donc, on va outiller et orienter en fait à la fois les porteurs de projets, mais on va également animer des communautés d'accompagnateurs de l'économie sociale et solidaire qui sont présents dans les territoires en France pour mutualiser du coup les bonnes pratiques et renforcer les expertises de chacun. Et on développe également des programmes d'accompagnement sur des sujets ciblés et on est également financeur via le Fonds social européen. Donc, il y a 10 ans, l'Avise a impulsé le dispositif Fabrique à Initiative dont on va parler aujourd'hui. C'est un dispositif qui va accompagner les acteurs d'un territoire. Hop, je vous le présente. Vraiment dans la compréhension des besoins locaux. Et donc, la mission principale de ce dispositif, c'est de développer des nouvelles activités économiques qui vont être utiles au territoire et qui vont s'inscrire du coup dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un dispositif qui a été imaginé pour vraiment répondre au constat suivant. Donc, il y a plusieurs acteurs d'un territoire qui vont identifier des besoins ou des nouveaux services à créer. Mais comme l'a dit Pauline, il faut un porteur pour cela qui va cumuler les financements, les compétences, le temps, l'envie, le réseau, pour pouvoir préciser ces idées-là et les lancer. Donc, il y a beaucoup de projets qui vont rester de côté finalement. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Soit c'est des projets qui sont identifiés par des acteurs, soit donc des acteurs qui n'ont pas le temps de le développer, soit des sujets qui sont repérés par des structures de l'ESS, mais qui n'ont pas les capacités en interne de recherche et développement ou juste de la capacité de prendre le risque de les explorer, ou bien des projets qui fonctionnent par ailleurs sur d'autres territoires, mais qui nécessitent un travail pour les adapter aux réalités locales, ou bien des activités qui sont complexes et qui nécessitent vraiment l'alliance de plusieurs acteurs. Et pour autant, c'est des idées qui vraiment apporteraient des réponses concrètes aux besoins sociaux et environnementaux. Donc, si on était en mesure de prendre le temps de les développer, ça permettrait vraiment de valoriser les ressources locales, donc que ce soit les ressources humaines, foncières, le patrimoine, les ressources naturelles, mais aussi l'ensemble des acteurs qui sont attachés du coup à leur territoire et soucieux de contribuer à son développement. Donc la fabrique, elle va pallier en fait à ce déficit d'ingénierie et va concrétiser ces pistes-là. Donc comment? Donc en connectant les acteurs publics, privés, les citoyens, qui vont en fait co-construire ensemble des réponses qui vont être adaptées. Et la fabrique va vraiment devenir la porteuse temporaire de la construction du projet. Donc, elle va appuyer en fait les conditions, elle va définir les conditions de portage de la future activité, elle va identifier le porteur de projet ou la structure adéquate, elle va réfléchir à la bonne gouvernance nécessaire pour la pérennité du projet et va le suivre en fait jusqu'à sa création. Et donc, pour cela, il y a une méthode qui est spécifique du coup à ce dispositif qu'on appelle méthodologie sur mesure parce qu'elle est vraiment adaptable en fonction du projet. Chaque projet est unique, évidemment. C'est une méthode qui se décline en 4 grands piliers. Donc, la première, c'est la détection des besoins et des opportunités du territoire. Ensuite, c'est la qualification des projets qui pourraient éventuellement répondre aux besoins identifiés et qualifiés. Puis la phase de conception, donc ça va être toute l'étude d'opportunité qui va permettre de réfléchir et, en mobilisant les acteurs locaux à vraiment une réponse innovante, concrète, solide, modélisée économiquement, juridiquement. Et puis la dernière phase, c'est l'accompagnement, donc le suivi jusqu'à la création, la transmission à un porteur ou un groupe, un collectif, vers le lancement du coup de l'activité. Ça comprend également l'appui à la levée de fonds, par exemple. Donc voilà les grandes phases dans les grandes lignes. On pourra y revenir si vous avez des questions, mais c'est les grandes phases. Donc en fait, c'est vraiment un processus qui est inversé et c'est ça qui fait le côté innovant de ce dispositif. C'est-à-dire que c'est le porteur de projet qui va être déterminé au cours de la démarche. Et vraiment, une fois que la faisabilité et l'utilité de l'idée sont validées. Contrairement à beaucoup d'incubateurs qui vont partir en fait de l'idée de l'envie entrepreneuriale d'un porteur. Ce qui permet du coup d'effectuer des arbitrages autour de la future activité tout du long, avec les partenaires du projet, avec les bénéficiaires du projet. Donc, c'est pour ça qu'une idée peut être abandonnée ou retravaillée si on se met d'accord sur le fait qu'elle est non prioritaire pour le territoire ou que ce n'est pas le bon moment. Il y a plein de cas de figure possibles. Donc, en résumé,
Si je mets un petit schéma pour résumer, on part d'un enjeu sociétal ou d'une ressource à valoriser ou d'un lieu qui est disponible et qu'il faut réinventer. Et en mobilisant du coup plusieurs outils d'animation territoriale comme des enquêtes, des processus de concertation, de mobilisation citoyenne, des diagnostics, on va venir qualifier le besoin, enfin les besoins au pluriel, et donc identifier des opportunités pour y répondre. Alors peut-être quelques mots sur les structures porteuses. Qui peut porter ces dispositifs. Donc, il y a une trentaine de structures porteuses en France qui font partie du réseau, donc soit depuis plusieurs années, soit nouvellement dans le réseau qui expérimentent encore, mais on est une trentaine. C'est des structures en fait qui ont par ailleurs d'autres activités souvent d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire, mais qui, de par ce constat sur leur territoire d'un manque d'ingénierie pour ces situations-là, ont décidé de développer la fabrique à initiative. Et donc, c'est des structures associatives où, la plupart du temps, qui ont la capacité à fédérer et animer les acteurs du territoire, qui ont aussi une expertise de fait sur la création d'entreprises sociales, la capacité de modéliser des projets et qui vont avoir des partenaires financiers variés. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont porteuses aujourd'hui de la fabrique à initiative. Et du coup, les deux fabriques qui sont présentes aujourd'hui pourront détailler elles-mêmes pourquoi est-ce qu'elles portent ce dispositif et en dire un peu plus. Et la vis dans tout ça, du coup, nous, on va vraiment animer le réseau au niveau national. Donc, on va mutualiser la veille, on va capitaliser, créer des nouvelles ressources, construire des démarches communes, bien sûr mettre en visibilité aussi, assurer la bonne communication sur le dispositif, valoriser les projets qui en sortent et puis tout simplement accompagner les nouvelles fabriques qui voudraient rejoindre le réseau. Donc voilà le rôle de la VISE. Ce qui est intéressant aussi de noter en quelques mots, c'est que vraiment c'est un dispositif qui va mobiliser un large panel de partenaires locaux ou même nationaux tout au long du processus de la fabrique. Donc, c'est assez intéressant de voir que c'est des acteurs variés qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de travailler ensemble, mais qui vont se retrouver autour de la même table dans le cadre du processus de la fabrique. Peut-être vous dire un mot aussi sur ces partenaires et ces modalités de financement, parce que c'est en général une question qui revient souvent. Donc, c'est un dispositif qui est soutenu au niveau national la plupart du temps par la Banque des territoires, l'Agence nationale de la cohésion des territoires et le secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable. Mais il y a également de nombreux et surtout de plus en plus partenaires locaux, dont les premières sont les collectivités locales. Donc, ça peut être les collectivités territoriales aussi, donc les régions, les départements, qui vont vraiment permettre à la fabrique de se mobiliser sur leur territoire. Donc, par exemple, je pense à la ville de Toulouse qui soutient dans le cadre du contrat de ville la fabrique à initiative aux côtés de la région et du coup Toulouse Métropole, sur spécifiquement le volet de développement économique et la création d'activités en quartier prioritaire. Ça peut être aussi, donc la plupart du temps, il y a deux modèles de soutien, soit un soutien sur le fonctionnement de la fabrique pour s'assurer que les innovations sociales vont émerger sur le territoire, donc sous le format d'une subvention, mais ça peut être aussi un soutien sur un projet spécifique ou une thématique en particulier dans une logique de prestation. Ça dépend vraiment des fabriques et des cas de figure. J'ai également noté quelques chiffres clés, puisqu'on vient de terminer le reporting des activités 2021. Donc, vous voyez que c'est beaucoup de séances de créativité menées sur le territoire, beaucoup d'études d'opportunités qui sont en cours et surtout beaucoup de partenaires mobilisés. Et donc, en 2021, c'était 52 nouvelles entreprises ou activités créées au sein du réseau. Et peut-être aussi un tout petit mot sur la halte aux idées reçues, parce que comme la fabrique peut être parfois financée par une prestation, on doit bien clarifier son positionnement. Donc, c'est vraiment pas un cabinet de conseil, ni un bureau d'études qui va juste livrer des études d'opportunité sur un sujet donné. C'est vraiment un animateur de territoire. Donc, c'est important de bien comprendre ça, qui va travailler avec les partenaires, notamment ses financeurs, pour faire émerger, mais vraiment collectivement, des réponses entrepreneuriales. Donc, j'avais juste une toute petite slide pour mettre en avant en fait, la diversité des projets qu'on peut retrouver sur la thématique de l'économie circulaire, puisque c'est le sujet de votre webinaire aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs fabriques qui travaillent sur ces sujets, puisque c'est vraiment des enjeux prégnants aujourd'hui en France et même plus largement. Donc, on peut retrouver des matériaux tech, des recycleries, des ressourceries,
des filières, donc du coup l'aide à la structuration de filières, des services de consigne, des ateliers de réemploi, des tiers-lieux, voilà. Donc c'est vraiment une panoplie très large, ça dépend vraiment des ressources du territoire et de l'envie des acteurs locaux et surtout des réponses que l'on peut apporter. J'avais juste un tout petit zoom sur un projet que je trouve très intéressant en Creuse, qui du coup a été généré par la Fabrique à Initiative portée par France Active Nouvelle-Aquitaine. Et c'est en fait le projet Revatech, donc qui veut dire remise en valeur des aides techniques en Creuse. Et donc, c'est un projet assez intéressant, une association en fait, qui a été créée à partir du constat que beaucoup d'aides techniques se retrouvent à la déchetterie ou dans les greniers, mais que d'autre part, on remarque que le taux de couverture des besoins sur le territoire est faible. Et donc, la plupart du temps, la technique attribuée ne sert plus, elle est plus adaptée en fait aux besoins de la personne, etc. Donc, la Fabrique s'est saisie de ce sujet, a entamé un travail de mobilisation avec l'ensemble des acteurs, a constitué un groupe projet et puis a du coup appuyé la modélisation d'un projet donc qui au final est une association qui propose en fait de valoriser les aides techniques à l'autonomie et donc en même temps de répondre aux besoins des équipements qui sont non pourvus à l'échelle du département de la Creuse, et ce qui également contribue à créer des emplois non délocalisables. Donc vous pourrez en savoir plus sur leur site internet qui est très fourni, mais je trouve que c'était un exemple de projet assez inspirant. Il te reste 30 secondes, Alice. Et ben voilà, c'est la conclusion. Donc, de toute façon, je pense qu'il y aura des illustrations par la suite bien plus concrètes. Peut-être juste vous dire que si vous êtes intéressé pour en savoir plus, on a réalisé des carnets de projets qui illustrent un éventail de projets dans l'économie circulaire, mais bien au-delà, qui peuvent être inspirants et qui détaillent la démarche et en quoi la Fabrique a été une plus-value pour l'émergence de ce projet. On a également donc, le site internet fabriqueinitiative.org que je vous invite à consulter. Le site de la VISE aussi, puisqu'on est centre de ressources, donc n'hésitez pas. Et puis surtout, une toute nouvelle plaquette qui résume du coup ce qu'est la Fabrique en 6 pages. Donc, je vous mettrai le lien dans la conversation et puis vous retrouverez également sur les slides. N'hésitez pas à la consulter et à la partager autour de vous. Voilà, donc n'hésitez pas également si vous avez des questions. Je suis disponible par mail à la fin de ce webinaire si besoin. Merci. Merci Alice. On enchaîne avec Julia et puis on prendra le temps des questions juste après. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation. Voilà, et on prend le temps d'y répondre. Julia, je te passe la main. Oui, bonjour à tous. Je vais également partager mon écran. Hop. Donc, normalement, vous le voyez. C'est bon. OK. Donc, moi, je suis Julia Remonnet. Je suis responsable du pôle territoire à France Active Franche-Comté. Le nom que vous voyez, c'est Générateur Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'en fait, la Fabrique à Initiative en Bourgogne-Franche-Comté est portée par plusieurs acteurs. En fait, on est un collectif de 6 opérateurs locaux qui déployons la méthode Fabrique à Initiative sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, moi, je suis salariée à France Active Franche-Comté puisqu'on est un des 6 opérateurs et on est coordinateur de ce collectif régional. Toutes les fabriques ne fonctionnent pas comme ça. Vous pouvez avoir un fonctionnement un peu similaire aussi en Bretagne avec les différents tags. Mais toutes les fabriques ne fonctionnent pas forcément avec un collectif qui est représenté à l'échelle de la région. Du coup, notre mission va être similaire à ce que vient d'expliquer Alice, puisque effectivement notre mission elle est de révéler les besoins et les ressources des territoires pour les transformer en projets économiques, en projets à impact environnementaux et sociaux sur les territoires, et ceci dans une dynamique collective. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail de quoi il s'agit avec un zoom sur une réalisation qu'on a menée avec un des acteurs présents sur le territoire de Franche-Comté et qui a permis en fait de donner vie au projet de la marmite solidaire. Notre particularité peut-être avec le générateur, c'est qu'on a fait le choix de fonctionner à partir d'une commande d'une collectivité. À chaque fois qu'on intervient sur un territoire, c'est que du coup, on a conventionné avec une communauté de communes, une commune ou un regroupement de communautés de communes. Et là, en l'occurrence, sur le projet de la marmite solidaire, le commanditaire, il s'appelle Prévalodou et c'est un syndicat de traitement et de valorisation de déchets qui est venu nous voir
puisque en fait, il souhaitait mener une opération sur son territoire pour réduire le gaspillage alimentaire. Et il souhaitait, le faire avec une démarche particulière parce qu'il voulait inviter, en fait, les acteurs existants du territoire et notamment, vous verrez plus tard, les acteurs de l'aide alimentaire dans la démarche. Et du coup, il avait entendu parler du générateur, de cette méthode où du coup, on impliquait les parties prenantes dans la réflexion du projet, très en amont. Et c'est pour ça que du coup, il a fait appel à nous. Et comme ça a pu être dit, par Alice, précédemment, l'attente, elle est différente par rapport à un cabinet, concernant l'implication et le livrable. Du coup, j'ai repris un terme qui est noté aussi dans la plaquette de la fabrique à initiative, que je trouve assez juste. Le livrable, en fait, c'est le projet. C'est-à-dire que la fabrique à initiative ne s'en ira pas on peut être tenace, ne s'en ira pas du territoire tant que le projet ne prendra pas vie, si on estime que du coup les opportunités sont présentes, les acteurs sont présents et que globalement les feux sont plutôt verts, quoi. Donc ça, c'est assez important. On a vraiment l'ambition de mener un projet qui réponde à un besoin qu'on a identifié et de le faire en collectif. Là, en l'occurrence, sur la marmite solidaire, les moyens qui sont mis à disposition par la collectivité ont été le temps de charger d'une chargée de projet, qui a été impliquée tout au long, un soutien politique et puis, in fine, vous verrez du coup un portage du poste, ça ne se fait pas systématiquement. Là, c'était aussi parce que du coup, autour de la table, il n'y avait pas forcément d'acteurs qui, sont portés volontaires pour le faire et du coup, Préval-Audoux a bien voulu porter le poste, le premier poste de la marmite solidaire sur une phase d'expérimentation. Alors, la marmite solidaire, c'est quoi? La marmite solidaire, en fait, c'est un atelier de transformation alimentaire des invendus du territoire. C'est une cuisine, qui va du coup, travailler avec, l'aide alimentaire pour, récupérer les invendus, des grandes surfaces, des grandes et moyennes surfaces principalement, pour éviter du coup, ben, qu'elles soient jetées, et de leur donner une seconde vie. Donc effectivement, le projet s'inscrit dans le domaine de l'économie circulaire. La marmite solidaire a aussi la particularité d'être une activité support d'inclusion. On ne parle pas d'insertion, on n'est pas dans un schéma d'insertion par l'activité économique, mais une fois par semaine, la marmite solidaire reçoit des personnes qui sont accompagnées par le CCAS et par le département dans un objectif en fait de retrouver une activité temporaire, bénévole, à travers la cuisine et du coup la valorisation de ces invendus. C'est une association qui porte du coup cette activité. Alors, quelles ont été les étapes principales de la mise en œuvre? Donc là, je vous ai mis le schéma global de la méthode et de la méthode du coup qui a été proposée par la fabrique à initiative et animée, conduite par la fabrique à initiative en lien avec la collectivité, donc Préval-Audoux. Donc ça c'est comment on est passé en fait d'une commande qui était assez large, de dire on souhaite réduire le gaspillage alimentaire, à un projet concret, palpable, réel, d'une cuisine de transformation sur le territoire. Donc on a démarré en 2018, dans un premier temps par des rencontres dont l'objectif était de mobiliser les acteurs, fédérer les acteurs, et de les inviter en fait collectivement à imaginer une idée de projet commun. L'ambition, elle est vraiment là, c'est de se dire, on va vous inviter à participer, vous êtes, acteurs présents sur le territoire et on vous invite à venir co-construire une idée avec nous et au bout du chemin qu'on va faire ensemble, d'être porteur aussi de cette idée. Vous allez pas seulement contribuer, mais vous allez du coup contribuer et faire vivre cette activité, hem, de l'aventure. On parle souvent d'aventure aussi qu'on vit sur les territoires. Au bout de l'aventure qu'on va vivre avec eux, quoi. Donc voilà, imaginer une idée de projet en commun, la structurer, pour que ça puisse devenir un projet réel. Et puis là, la particularité sur la marmite solidaire, c'est qu'on est passé par une phase d'expérimentation.
une phase d'expérimentation avant de passer à un lancement vraiment effectif. Je vous ai juste du coup redétaillé qu'est-ce qu'on a fait concrètement sur ces différentes phases. Bah, du coup, sur la mobilisation, ça a été des rencontres individuelles en identifiant quelles sont les parties prenantes qui peuvent être intéressées au projet. Donc ça passe par le fait de se dire, on va travailler sur le gaspillage alimentaire, qui peut être concerné? Donc ben, qui peut être concerné? Les grandes et moyennes surfaces. On va aller essayer de les rencontrer. Je dis essayer parce qu'on n'y est pas toujours arrivé là sur, ce sujet-là. Ensuite, l'aide alimentaire. Donc on va rencontrer la banque alimentaire, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, savoir comment eux, ils fonctionnent et savoir quels peuvent être les points d'accroche pour les intégrer dans le projet. Ensuite, une fois qu'on fait ces rencontres individuelles, on les associe à des séances, collectives et à des animations de réunions. Hem Et puis, du coup, d'une fois que, on a rassemblé ce groupe et qu'on a constitué ce groupe projet, on les embarque aussi en leur proposant des visites de projets inspirants. C'est assez important ça, cette dimension pour que, on puisse sortir un petit peu du territoire et puis se dire: «C'est possible, ça s'est fait ailleurs» et on revient sur notre territoire en étant chargé d'énergie et d'envie de monter des projets sur son territoire et de se dire: «Ça a été fait ailleurs, c'est possible chez nous». Et ensuite, du coup, on a aussi contribué à aider à un nouveau positionnement du projet parce que je ne vous l'ai pas dit, mais au début, il y avait une idée très large de dire: «On va monter une conserverie». On s'aperçoit que du coup, ça peut être un peu difficile en termes d'investissement et du coup, la fabrique a aussi ce rôle de pouvoir réorienter pour se dire, qu'est-ce qui est réellement faisable avec les moyens dont on dispose. Peut-être que la conserverie, ça demande trop d'investissement et là, ça a été notre rôle de dire ça et puis de se dire, ben, voyons les choses, peut-être un petit peu différemment et c'est là qu'on a pu proposer aussi un format expérimental. On va tester une cuisine parce que du coup, l'investissement, il est trop conséquent et il y a peut-être trop de risques de basculer directement sur un projet de ce type-là et on passe par une phase d'expérimentation, on monte une cuisine et on voit déjà ce qu'on est en mesure de récupérer et du coup, le fait de structurer et d'avoir cet acteur qui permet de structurer, pour passer de l'idée au projet, hem bon, ça a été évoqué un petit peu au début aussi, c'est d'éviter l'occasion manquée parce qu'effectivement des idées sur les territoires, on peut en avoir beaucoup, et comment en fait on arrive à associer nos forces pour le rendre faisable. Donc je vous ai parlé d'expérimentation et ensuite, par rapport au lancement, donc la Fabrique à Initiative, là, on a joué un rôle d'aide au lancement par le recrutement. On a proposé, enfin on a écrit à plusieurs une offre d'emploi. On a aussi proposé un modèle pour, de portage juridique et en passant par la création d'une association et du coup, on a animé des réunions pour se dire: «Cette association, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle va faire?» Et du coup, c'est, aider à rédiger les statuts, mais en le voyant pas seulement comme un document administratif et juridique, mais vraiment du coup un outil, qui va être, central pour l'association et on est passé par des séances où du coup on demandait aux acteurs de se positionner sur qu'est-ce qu'on veut pas, et qu'est-ce qu'on veut faire de cette association. L'identification de locaux aussi a été un moment assez important parce que, l'idée c'est de toujours de faire avec l'existant et surtout sur une phase expérimentale, on ne voulait pas, forcément, construire une cuisine ou acheter une cuisine, qui était peut-être trop conséquent aussi. Donc on est passé par une phase où on est parti à la recherche de locaux sous-utilisés, de cuisines qui ne seraient pas, entièrement utilisées toute la journée. Et du coup, on a identifié les locaux de la maison familiale et rurale locale, et ça a été un nouveau partenaire aussi dans le projet qui a été, heu, hyper, enfin qui a beaucoup contribué au projet et qui a pu mettre à disposition sa cuisine, les après-midi, tous les après-midi de la semaine. Et puis, du coup, ben, aujourd'hui, on en est à un soutien à la pérennisation parce qu'on s'est lancé sur une phase d'expérimentation pour voir ce que ça donnait, en termes, opérationnels, logistiques, et en termes de gisement. Et aujourd'hui, ben, du coup, l'enjeu, c'est de pérenniser l'activité, de travailler sur un modèle économique qui, soit durable, où la marmite puisse trouver, un certain équilibre, parce que le test, en fait, il a été financé avec, des aides de l'ADEME et de la DRAF de Prévalodou. Donc l'enjeu, c'est de se dire les 3 prochaines années,
la marmite solidaire doit permettre de dégager un certain chiffre d'affaires et du coup, on peut l'aider à ça. Et puis, hop, et du coup, de parvenir aussi à aider, enfin à identifier pardon, d'autres financements. J'avais mis une petite slide en fait aussi pour, vous montrer en fait que la vie d'un projet, c'est, mobiliser différentes parties prenantes, pour être vraiment dans une coopération, une réelle coopération. Il faut qu'on ait une diversité d'acteurs qui soient présents autour de la table, des citoyens, des associations, des professionnels, des institutions qui vont former un groupe projet et qui vont aller vers un projet commun. Et le rôle de la fabrique, c'est bien en fait de jouer cet animateur, cet facilitateur pour amener ce collectif vers un projet commun. Et puis, on aimerait en fait vous dire que ben, du coup, la construction du projet, elle est assez linéaire, où on va définir l'activité, le portage, le modèle économique, le partenariat. Et en fait, je ne vais pas vous faire peur, mais la réalité, elle est plutôt comme ça. Mais du coup, c'est la vie entrepreneuriale d'un projet, dans le sens où on fait avec les opportunités qu'on a. Et quand on lance une dynamique sur le territoire, il faut être ouvert au fait de pouvoir accueillir les différentes opportunités. À la fois, en fait, accueillir les opportunités qui vont nous permettre de rebondir sur la phase d'après et de construire le portage. Par exemple, sur le portage de la marmite solidaire, au début, on avait, par rapport à l'aide alimentaire, on avait 3 acteurs: Croix-Rouge, Banque alimentaire, Restos du Cœur. Et il se trouve que les Restos du Cœur, au bout d'un moment de la construction du projet, ont décidé en fait de pas continuer. Bon, bah, du coup, il faut savoir s'adapter par rapport à ça et puis se dire: «Ben, on rebondit, on continue de travailler avec la Banque alimentaire et la Croix-Rouge» et puis, laisser toujours la porte ouverte aux Restos du Cœur si, plus tard, ils décident de revenir. Mais ça n'empêche que du coup, on continue l'aventure. Pareil sur, l'identification des locaux. Avant de trouver la maison familiale et rurale, on a essuyé, 2 échecs sur 2 autres cuisines. Bon, bah, du coup, c'est la petite croix que vous voyez tout au-dessus, mais c'est pas grave. Du coup, c'est une porte qu'on a essayé d'ouvrir, qui s'est pas ouverte et du coup, ben, on décide de refermer cette porte, puis d'en ouvrir une autre et ça, ça se passe tout le long et en fait, il faut aussi que le groupe projet, et que, bah, l'ensemble des acteurs puissent être, ouverts à ce genre de pratiques et c'est comme ça qu'on y arrive. Hem, je vous disais, on est tenace dans le sens où effectivement, les petites croix, elles vont faire partie de l'aventure, mais il y aura plus de victoires que de petites croix et il faut savoir accueillir ces petites croix, quoi. Voilà, j'espère avoir été assez claire par rapport à ça. Juste du coup quelques petites phrases en fait que je voulais vous noter aussi puisqu'en fait on est en train de, lancer une évaluation d'impact. Donc on en est à notre première phase, mais on a déjà recueilli quelques petites phrases qui permettent de peut-être un petit peu mieux saisir en fait ce que le générateur a pu apporter sur les territoires. Hem donc ce qui était important, c'est de noter qu'effectivement, on accompagne bien un territoire, un écosystème sur un territoire et non un acteur en individuel. Ce qui a pu être aussi, évoqué, c'est qu'on joue ce rôle de centraliser les acteurs sur un projet commun et de toujours, questionner sur, le sens du projet. Pourquoi en fait c'est intéressant de mener ce projet en commun et quels vont être les intérêts individuels et collectifs à aller dans cette démarche. Du coup, on peut apporter effectivement on apporte des moyens humains et puis de la communication sur le projet, et notamment aussi à travers les outils de communication qui sont mis en place par l'AVIS, avec des vidéos qui sont réalisées aussi, des plaquettes, etc. Donc ça, c'est aussi un appui intéressant. On est un acteur qui est neutre, même si, voilà, du coup, on va tout faire pour aller jusqu'au bout du projet. On n'a pas d'intérêt direct. On n'est pas une des parties prenantes du projet, mais on a cette neutralité. On favorise du coup l'émergence de projets concrets. Donc vous l'avez vu là dans cet exemple où on va aller jusqu'à la création de l'activité économique et on travaille sur une projection économique du projet, sur une modélisation économique du projet. Donc voilà quelques exemples de phrases évoquées par les territoires avec lesquels on travaille.
Et puis, si vous voulez aller plus loin, donc on a une page YouTube de vidéos avec différents autres projets qui ont été menés. Juste pour le chiffre aussi, on a 30 projets qui ont pu émerger à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté avec le générateur Bourgogne-Franche-Comté. Et j'en ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Julia. C'était vraiment très intéressant de voir toute la vie du projet. Je crois qu'il y a une question concernant la marmite solidaire en termes de moyens humains. Qu'en est-il en termes de salariés et bénévoles aujourd'hui? Oui, donc aujourd'hui, il y a un salarié qui est donc une cuisinière responsable du projet. Il y a un demi-poste qui est en cours de lancement et il y a 40 bénévoles qui ont été mobilisés sur une année, sur une année et demie, quoi. Parce que l'association a été créée en novembre 2020. Ok, merci. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans la conversation ou même en prenant la parole. On a un peu de temps si vous voulez. Je ne vois pas de main qui se lève. Moi, j'en avais une. Ah oui, vas-y, Bettina. Non, en prolongement de la question là, sur les moyens humains, est-ce qu'il y a déjà des projections où c'est encore prématuré sur le modèle économique et en termes de moyens humains aussi nécessaires à la pérennité de la marmite solidaire? On voit qu'effectivement, le nombre de salariés, pour l'instant, il est un peu juste par rapport du coup à toute l'activité qui est possible. On pourrait imaginer en termes de besoins être sur 3 ETP. Pour l'instant, effectivement, ce n'est pas envisageable sur la première année, mais d'ici 2-3 ans, c'est la projection qui peut être possible. Et puis, en fait, donc, comme je vous disais, la première année de test, elle a été financée quasiment à 100% en fait, par des aides publiques. Et puis, notre rôle a été aussi de pouvoir accompagner la marmite solidaire pour se questionner sur son modèle économique et de pouvoir identifier, en fait, des voies de rentrée d'argent en autonomie, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'elle va basculer, en fait, je réponds aussi en même temps à la question, de distribution gratuite de repas, en gardant en fait cette part de distribution gratuite, mais aussi en pouvant en vendre une partie, soit via des magasins spécialisés ou à terme dans son propre magasin, parce que la marmite, là, elle est en train de acquérir un local pour être propriétaire de son local. Pour pouvoir aussi, on voit que du coup, il y a un volet qui est hyper important et que la marmite continue de développer, c'est de se dire on récupère les invendus, on les distribue via l'aide alimentaire, mais il y a aussi un volet alimentation santé. C'est la plus-value aussi, c'est de donner une valeur ajoutée à ce qui va être transformé et d'avoir une qualité nutritive dans ce qui est distribué. Et de pouvoir aussi valoriser ça avec les acteurs de la santé. Donc, il peut y avoir des animations qui sont faites et qui sont rémunérées sur ce sujet-là. Des ateliers cuisine. Il y a une activité aussi qui est de team building autour du gaspillage alimentaire. Et puis de traiteurs local en fonction, voilà, si ça a un sens du coup d'apporter ce sujet-là aussi de gaspillage alimentaire et puis d'alimentation santé. Ok, merci. J'en profite pour continuer. Là, il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps pour la marmite. Donc, quel est l'objectif final de la marmite solidaire, restaurant solidaire, distribution gratuite de repas, point d'interrogation. Donc, tu viens de répondre pas mal à cette question, je pense. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. C'est effectivement pas un restaurant solidaire. Et voilà, comme je l'ai dit, il y a une phase, effectivement, une phase distribution gratuite via la Croix-Rouge.
Donc, dans le schéma en fait de approvisionnement-distribution, donc c'est la banque alimentaire qui approvisionne la marmite solidaire. La marmite solidaire, donc avec la cuisinière qui a été recrutée, transforme, et c'est la Croix-Rouge qui distribue dans son schéma de distribution qui existait déjà avant. Et puis là, l'enjeu, c'est de trouver effectivement de nouveaux débouchés pour pouvoir dégager un chiffre d'affaires. Après, je vois une question sur la dimension inclusion. Enfin, j'espère avoir répondu, du coup, Cédric, à la question. Ouais, ok. Et du coup, sur la dimension inclusion, donc le partenariat avec le CCAS, en fait, le CCAS identifie des personnes qui viennent une fois par semaine pendant 7 semaines à l'atelier, enfin à la marmite solidaire, les après-midi, et c'est du bénévolat accompagné, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'objectif d'insertion et de retour à l'emploi derrière. C'est bien avant ça, en fait. Je ne sais pas quelle autre question tu peux avoir, Mathilde, à ce sujet. Il y a éventuellement d'autres partenariats sur le volet inclusion. Le département, en fait, est aussi prescripteur de personnes. Et en fait, ce qui a souligné aussi, c'est dans la construction du projet, les assistantes sociales qui travaillaient sur ce secteur ont été présentes depuis le début des ateliers. Depuis 2018, en fait, elles ont participé aux réunions collectives, et ça, c'était hyper important parce qu'elles ont pu aussi dire, elles ont pu façonner avec nous le projet pour qu'il puisse correspondre aussi au profil des personnes qu'elles suivaient, quoi. Donc ça, c'était aussi assez important qu'elles le fassent. Et justement, sur le profil des personnes, là, il y a une autre question sur la classe d'âge majoritaire en bénévolat. C'est pas forcément des seniors, c'est plutôt des personnes qui vont être soit en reconversion ou soit en moment un peu d'arrêt professionnel pour différentes raisons, et du coup s'investissent parce qu'elles ont du temps. Et puis aussi, on a la chance que la cuisinière, du coup, c'est une personne qui est du territoire. Elle a un super réseau local et elle a mobilisé aussi son réseau pour faire venir des bénévoles dans le projet, quoi. Merci Julia. Je vous propose qu'on passe à Mathilde sur ta présentation des outils bretons, des tags. Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc, Mathilde Le Breton, moi je suis salariée du pôle d'économie sociale et solidaire du pays de Saint-Brieuc qui s'appelle Richesse et qui porte le tag 22 pour le département des Côtes-d'Armor, donc en Bretagne. Et donc, je vous partage mon écran. Ça a l'air d'être parti, vous le voyez? C'est bon. Ok. Il ne veut pas se mettre en grand écran. Ah, ça y est, ok. Donc, les tags bretons donc, sont structurés de manière un petit peu différente selon les territoires, mais en tout cas, voilà, il y a quatre structures porteuses sur la région Bretagne qui portent chacun 3 outils d'accompagnement au développement de l'entrepreneuriat collectif. Donc, je vais, dans un premier temps, vous présenter rapidement ces 3 outils pour ensuite faire un focus particulier sur le révélateur qui correspond en fait à la fabrique à initiative. Voilà, et qui participe au réseau national de fabrique à initiative. Je disais peut-être en introduction, je disais qu'on n'est pas forcément structuré de la même manière, juste pour vous expliquer un petit peu le contexte général. Donc
les tags bretons sont nés d'une volonté commune portée particulièrement par les pôles d'économie sociale et solidaire en Bretagne pour répondre à un trou dans la raquette qui était donc repéré au niveau de l'entrepreneuriat collectif. Et puis donc accompagné par tout l'écosystème de l'économie sociale et solidaire breton, donc à savoir notamment la CRES, les coopératives d'activité d'emploi et j'en passe. Et donc aujourd'hui, on a deux structures qui portent uniquement ces dispositifs TAG. On va les retrouver donc dans le 35, donc le TAG 35, et dans le Finistère, le TAG 29. Et dans le 56 et dans le 22, en fait, ce sont encore donc, des pôles d'économie sociale et solidaire qui portent juridiquement, administrativement les tags, mais qui ont du coup une dimension bien départementale et de déploiement départemental voilà, pour ces deux territoires morbihanais et puis costarmoricain. Alors, les trois outils qu'on a développés donc, au sein des tags, peut-être aussi rappeler que les tags sont relativement récents. J'ai pas dans le paysage de l'accompagnement, j'ai pas trop reprécisé, mais voilà. Alors, je sais plus combien de bougies on souffle, j'ai un gros doute, mais je crois qu'Amandine est connectée, donc elle pourra nous redire ça, mais voilà. Donc, au moins les trois outils que je voulais vous présenter. Les deux premiers, l'incubateur et l'idéateur, qui sont des outils d'accompagnement de porteurs d'idées ou de porteurs de projets. Sur l'idéateur, on se positionne sur l'émergence. Donc, on est bien sur essayer d'accompagner les porteurs d'idées pour les faire maturer sur la transformation en projet d'entreprise. Donc, pour faire court, c'est 8 ateliers collectifs sur l'équivalent de 2 mois. Donc, une journée par semaine et qui va permettre aux porteurs d'idées d'évoluer, de faire maturer leurs idées, d'aller à la rencontre d'autres entrepreneurs, de commencer un petit peu à rentrer dans des notions d'offres de services, de budget, de gouvernance et surtout d'ancrage territorial. Pour essayer de transformer ça en un projet d'entreprise. On a un autre outil qui est l'incubateur. Donc, potentiellement, les porteurs d'idées qui sortent de l'idéateur peuvent entrer après en incubation. Donc, l'incubateur, c'est un dispositif d'accompagnement généralement qui est un peu plus connu. C'est un terme qu'on utilise beaucoup en France pour l'accompagnement à la création d'entreprises. Là où est notre spécificité, c'est qu'on est positionné sur l'entrepreneuriat collectif. Donc, ça veut dire, souvent on est un porteur de projet, mais avec une intention de gouvernance collective. Par exemple, une personne qui sera salariée d'une association et qui aura une gouvernance collégiale. Ou bien vous êtes plusieurs porteurs de projets et vous souhaitez monter votre entreprise. Par exemple, coopérative, qu'elle devienne une SCOP ou une SIC, par exemple. Voilà les deux premiers outils d'accompagnement vraiment aux porteurs d'idées et porteurs de projets. Donc, si vous avez des questions, on pourra y revenir. Mais en fait, là, ce qui nous intéressait, c'est plutôt le révélateur. Donc, clairement, je ne vais pas forcément redéfinir les objectifs puisqu'on s'inscrit pleinement dans les objectifs qu'ont cités Alice et Julia. Donc, de détection de besoins pour imaginer une réponse collective. Voilà, donc le processus est le même. On part d'un besoin ou d'une problématique sur un territoire donné, que ce soit un quartier, une commune rurale comme une métropole ou un territoire plus vaste. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Et
parfois, il y a un lieu aussi qui est détecté. Et on va donc commencer le cheminement de l'accompagnement fabrique à initiative, à la fois donc sur la détection des besoins, la mobilisation des acteurs et la qualification des idées pour ensuite arriver à la modélisation du projet idéal retenu. Et effectivement, comme on précisait Alice et Julia, on peut aller après sur l'accompagnement à la mise en œuvre. Là, c'est encore du sur-mesure selon les besoins du projet et puis des porteurs de projet. Je vous ai mis des petites photos qui sont extraites donc d'accompagnement fabrique initiative. Je vais vous donner aussi quelques exemples de sujets qu'on a pu étudier. Donc le gaspillage et les invendus alimentaires qui, alors malheureusement, ne se sont pas transformés en projets réels, mais qui ont au moins eu l'avantage de faire naître un collectif pour le gaspillage alimentaire. Alors là, c'est vrai que je vous cite plus particulièrement les sujets qu'on a étudiés, nous, dans le 22, mais j'aurai ici quelques exemples en fin de, là, sur la deuxième partie, d'autres exemples en Bretagne. On a aussi travaillé sur la question du numérique et du vieillissement. Donc, on a fait émerger un tiers-lieu numérique dans le 22 qui s'appelle Chez Yvonne. On a travaillé sur la question de la mobilité pour l'emploi. On a aussi travaillé sur les questions d'habitat inclusif pour adultes autistes. Voilà, valorisation des produits de la mer. Et puis, dans notre territoire breton, pour vraiment citer quelques exemples, mais voilà, il y a eu des études sur le dernier commerce de centre-bourg, les services d'aide à domicile, un pôle multiservice en quartier prioritaire. Et voilà, la liste n'est évidemment pas exhaustive. Du coup, je voulais illustrer ça par un petit exemple, un exemple qu'on a apporté ici sur le TAG 22, autour d'un projet de mobilité pour l'emploi. Et puis après, peut-être, je pourrais faire un petit zoom sur les études en cours qu'on a plus sur la thématique de l'économie circulaire, voilà, mais qui sont des accompagnements en cours. Là, je préférais autant vous présenter quelque chose qui a abouti, dont l'étude s'est bouclée en tout cas. Donc, on a été sollicité à la base par un de nos adhérents, qui est une association d'insertion qui s'appelle Penthièvre Action, qui est localisée sur l'Embal Terre et Mer, dans le 22. La problématique de base, elle était à l'échelle de sa structure dans un premier temps, qui est une problématique récurrente et pas spécialement nouvelle, qui était la question de la mobilité de ses salariés en insertion, avec des grosses problématiques sur la structure d'absence, de retard au travail dû aux questions de mobilité. Donc, voilà, on a été dans un premier temps sollicité sur cette problématique-là et en élargissant la réflexion, on s'est rendu compte que c'était une problématique de territoire plus vaste que celle de Penthièvre Action. Voilà, on a été aussi interpellé par d'autres acteurs comme par exemple Pôle emploi, la mission locale ou d'autres acteurs du territoire de l'Embal Terre et Mer. Et là, on a identifié au fil du temps, donc ça c'était en 2019-2020, une problématique de territoire et donc on a acté un accompagnement auprès de Penthièvre Action, mais il s'agissait bien là de passer d'un enjeu de structure à un enjeu de territoire. Donc, l'étude de l'accompagnement s'est déroulée tout au long de l'année 2020.
qui a été un peu perturbé, vous l'imaginez, par le Covid, donc a un petit peu pris de retard, mais enfin, je vous expliquerai, il y a des choses qu'on n'a pas réussi à faire. Mais évidemment, voilà, on a commencé l'accompagnement par la qualification des besoins. Donc, nous, ce qu'on fait de manière récurrente, c'est qu'on va sur le territoire à la rencontre des usagers. Donc là, en l'occurrence, on a fait 115 rencontres de demandeurs d'emploi, de jeunes en insertion et salariés en insertion. Alors, soit directement dans les structures, soit dans des lieux où on pouvait capter ces personnes-là. En parallèle, on a échangé énormément avec les partenaires de l'étude. Donc, on avait une vingtaine, une vingtaine de structures partenaires là, sur cet accompagnement-là. Donc, on a pris le temps d'aller à leur rencontre, d'avoir leur retour, leur observation de terrain et puis pour au mieux qualifier les besoins et derrière arriver à une sorte de profilage des publics de manière à bien identifier en fait des groupes de personnes avec leurs difficultés propres et derrière l'identification de solutions particulières. Donc évidemment, il y avait des solutions qui étaient communes, mais des solutions bien particulières pour chaque groupe de personnes touchées. Donc ça a été le gros du travail dans un premier temps. On a aussi, comme Julia disait, nous, on n'a pas pu organiser de visite, mais puisqu'on est tombé dans le Covid. Mais du coup, on a fait des témoignages en visio, puisqu'on a redécouvert la visio à ce moment-là. On a eu une dizaine alors pas une dizaine de témoignages, mais alors nous, on s'est inspiré d'une dizaine de témoignages et je ne sais plus, on a dû avoir 4 témoignages en direct avec des plateformes de mobilité françaises. Donc, ça a été très, très riche d'enseignements, d'inspiration. Ça a permis de voir que, oui, effectivement, il y a des modèles qui sont déjà en œuvre et que ça existe, que des modèles économiques existent. Donc, voilà, on s'est fortement inspiré de tout ça pour passer dans une deuxième phase de construction, de co-construction de scénarios. On arrivait avec une proposition autour de 5 scénarios différents qui regroupaient en fait 3 systèmes d'organisation un peu différentes. Ça a fait l'objet d'une concertation particulière et au final, donc, on a retenu un scénario qui était un peu un scénario hybride de plusieurs scénarios. Et on a pu passer ensuite à donc, la modélisation du scénario retenu et qui nous semblait le plus pertinent pour le territoire là, de Lamballe Terre et Mer au regard de tout le terrain qu'on a pu faire remonter. Ce qui nous a permis, donc, comme classiquement dans un accompagnement fabrique initiative, d'identifier une offre de service, de regarder quelle organisation a été la plus judicieuse en termes de moyens humains, moyens matériels, etc. L'ensemble de l'écosystème qu'il faut mobiliser, les partenariats qu'il faut créer pour ce projet-là, pour sa bonne réussite, d'identifier bien nos visées. Donc ça a fait l'objet des premiers temps de rencontre. Ça, c'était au tout démarrage de l'étude, mais de ce qu'on visait et ce qu'on attendait de ce projet-là, pour regarder les plus-values qu'on envisageait, plus-values sociales notamment. Et donc, ensuite, penser à l'organisation et la structuration, gouvernance de ce projet-là. Donc, jusqu'à l'identification du porteur de projet. Donc là, en l'occurrence, c'est
C'est Penthièvre Action qui va porter ce projet-là sur le long terme, qui donc a été repéré comme l'interlocuteur le plus pertinent au regard du scénario retenu. 30 secondes, Mathilde. Ok, et bah, très bien, je vais plus ou moins conclure là. Et donc, bah, après, effectivement, là, l'idée, ça a été de transmettre tout l'ensemble des données, mais comme de toute façon, ça a été monté de manière collaborative, la transmission a été relativement facile avec le porteur de projet. Mais effectivement, là, on est sur un cas de figure où on s'arrête à ce moment-là, puisque le porteur de projet a souhaité prendre en main de manière opérationnelle les choses. Pour autant, ça nous est arrivé, comme Julia l'a expliqué pour la marmite solidaire, d'accompagner sur vraiment la structuration et notamment quand on arrive sur une fin d'étude où on n'identifie pas d'acteurs en présence, enfin pas de portage d'acteurs en présence, mais le besoin de créer une structure ad hoc, ça nous est déjà arrivé, par exemple, d'accompagner vraiment au lancement. Ça a été le cas pour le tiers-lieu numérique chez Yvonne, par exemple, où on a participé au portage salarial pendant 1 an pour que l'association trouve son autonomie financière, etc., se structure, pour qu'ensuite elle prenne le relais de manière définitive. Voilà, c'est des choses qui peuvent se construire, mais encore une fois, c'est du cas par cas, donc là, ça dépend de chaque sujet, chaque étude et chaque besoin. Voilà. Peut-être 2 mots rapides sur donner des exemples sur l'économie circulaire. Et un bon exemple, en ce moment, on a commencé un travail autour d'une conciergerie solidaire pour la ville de Saint-Brieuc. Après tout un travail de terrain qui nous a permis d'identifier le peu de demandes et de besoins sur une conciergerie d'entreprise. Voilà, un très bon exemple pour montrer qu'on reste agile et qu'on a su réorienter le projet aujourd'hui. En fait, en remoulinant l'ensemble des ambitions et de la ville et les besoins du territoire qui nous avaient quand même été fait remonter, on a réorienté vers une conciergerie zéro déchet, zéro gaspille. Donc là, on est en train de réétudier ça avec les partenaires du territoire. Un exemple d'économie circulaire. Et puis un autre exemple d'une étude qui est aussi en cours, c'est autour de la valorisation des produits de la mer, avec 2 sujets principaux, la valorisation de l'araignée de mer, qu'on a en quantité impressionnante ici sur nos côtes bretonnes, mais qui, pour la plupart, partent sur les pays étrangers, notamment l'Espagne, qui a une culture beaucoup plus poussée que nous de l'araignée. Et donc, voilà, on est en train de repenser à la valorisation locale, en local, et notamment avec un modèle plus autour de l'inclusion et voire de l'insertion. Et le deuxième sujet autour de la valorisation des produits de la mer, c'est autour de la valorisation des coquilles Saint-Jacques, qu'on a aussi en quantité et qui sont un apport potentiel énorme. Enfin, c'est un matériel un produit très riche, et notamment pour de l'amendement agricole, mais pas que. Il y a énormément de valorisations qui se font aujourd'hui et qui naissent là, sur les territoires en France. Mais le nœud se trouvait plutôt autour de la collecte et le nettoyage. Et donc, voilà, on s'attaque à cette problématique-là en ce moment. Voilà. Pour nous donner d'autres exemples. Merci pour votre écoute. Merci. Alors, on s'était engagé 1 heure. Il y a quand même une question sur les sujets. Est-ce que vous travaillez sur les sujets ESS et Silver Economy ou habitat inclusif pour les seniors? Et peut-être de manière globale, comment vous choisissez les sujets? Est-ce qu'il y a des sujets de prédilection plus spécifiquement sur vos travaux? C'est adressé à moi la question? Oui. Okay. Alors, en Bretagne, on répond à des besoins, soit en fait on a un apporteur d'idées
qui est soit une collectivité, une structure, un collectif citoyen, voilà, peu importe, avec une commande plus ou moins claire, que ça soit du coup une idée bien, bien précise, ou bien plutôt une problématique sur laquelle on n'a pas encore identifié une solution très, très nette. Soit on peut aussi s'auto-saisir, donc c'est-à-dire qu'en fait on a repéré sur un territoire en particulier une problématique, un besoin, et par exemple c'est le cas sur la valorisation des produits de la mer. Nous on est en auto-saisine sur cet accompagnement-là. En partenariat, bon voilà, avec un certain nombre d'acteurs. De toute façon, on n'est jamais seul à monter les projets, ça n'a aucun sens, puisqu'il s'agit bien de projets de territoire. Mais voilà, il y a cette double entrée, soit on est en autosaisine, soit on a un apporteur d'idées qui a une idée plus ou moins précise. Et après, sur les questions de sujets qu'on peut traiter, on n'est pas des spécialistes, on est des généralistes qui apportons une méthodologie particulière. Du coup, je ne reviendrai pas là-dessus parce que Alice et Julia l'ont bien détaillé. Mais donc, ça signifie que oui, on peut intervenir sur des sujets très variés, sur l'habitat, sur voilà, l'économie circulaire, comme sur bien d'autres sujets. Merci J'ai bien Mathilde. répondu à la question, mais en tout cas, il ne faudra pas hésiter. Je n'ai pas remis les contacts, mais Pauline, tu remettras tous les contacts des tags, j'imagine, dans le mail que tu enverras. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous contacter en direct et puis on peut analyser les choses ensemble. Tout à fait, merci. Je vous propose de conclure ici parce qu'on a dépassé un tout petit peu l'heure. Un grand merci à Alice, Julia et Mathilde pour votre retour d'expérience. C'était vraiment très intéressant. Une petite diapo si vous voulez aller plus loin sur vous pouvez consulter le site de la Fabrique à Initiative, les sites des tags et les tagazines qui sont aussi dédiés aux différents outils des tags, et plus spécifiquement sur l'économie circulaire en ESS. Il y a quelques publications disponibles sur le site internet ESS Bretagne, la newsletter circulaire qui est trimestrielle et les différents replays des circulaires qui sont aussi disponibles sur notre site internet. Et puis, pour contacter soit les pôles, soit les tags, vous pouvez aller voir sur les sites internet les différents contacts, ainsi que l'équipe économie circulaire de la CRES. Merci beaucoup à tous et très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Merci, au revoir.